Bonjour, et nous voilà dans un parcours Astro Tuto qui va se dérouler sur quelques séances qui ne seront pas consécutives puisque le mercredi j'aborde aussi des sujets de développement personnel. Bonjour, je suis Judith Leroyson, je suis à l'origine d'Astrologie et compagnie. J'ai créé Astrologie et compagnie pour vous aider à vous reconnecter avec vous-même, votre conscience et vous permettre d'accéder à votre authenticité, votre pouvoir intérieur et votre souveraineté. Mon objectif et mon approche est holistique et authentique, loin des clichés et des tendances superficielles. Et je vous accompagne dans cette démarche avec différents abonnements, les murmures du ciel, les magies de la lune qui ouvrent à la fin mars et voyage intérieur. Tout cela, je le fais avec cœur et passion. Et aujourd'hui, vous me connaissez par le biais de cette vidéo, non, chaîne YouTube qui s'appelle Astrologie et compagnie. Voilà, ma marque de fabrique, c'est que je suis super spontanée. Parfois j'ai des scripts, parfois j'en ai pas. Et je me plante, je rigole, j'ai des chats qui viennent interrompre les streamings. Et voilà, c'est super rigolo. On commence par les maisons. Parce que globalement, les signes, vous savez, vous connaissez, c'est pas... Enfin, pour peu qu'on s'intéresse à l'astrologie un tant soit peu, on a une vague idée de ce que sont les signes. Moi, j'ai envie de commencer par les maisons. Les maisons astrologiques, elles créent, comment dire, le cadre du thème de naissance. Et avant de parler des personnages, j'ai envie de parler des pièces dans lesquelles ils vivent. L'astrologie repose donc sur 12 maisons qui symbolisent différents aspects de la vie humaine. C'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. C'est vraiment pour moi un des éléments fondamentaux en fait, j'adore les maisons. Mais j'adore les maisons en général, je pense que c'est parce que je suis taureau de ciel, bah oui bien sûr, je suis taureau de ciel. Voilà, l'astrologue en carton, je suis taureau, j'ai le soleil en taureau. Et la notion de maison, c'est-à-dire stabilité, de structure, de foyer, elle est importante. Alors, ces 12 maisons symbolisent différents aspects de la vie humaine, à l'instar des signes. Vous avez vu, il y a 12 signes également, et il y a 12 maisons. Chaque maison a une signification propre et est associée à un signe du zodiaque. C'est parti pour la promenade à travers notre maison. Nous allons découvrir les 3 premières qui correspondent à la première phase d'évolution, identité et communication. Parce que je vois l'astrologie et je vois le zodiaque comme le voyage de l'âme qui est recommencé en fait de manière extrêmement régulière. On va dire chaque année, puisqu'il y a 12 mois dans l'année, et donc ça correspond à une année. Sauf que, comment dire, le mois qui correspond à la maison 1, qui correspond au signe 1, c'est pas le mois de janvier. Parce que l'année civile dans laquelle nous vivons n'est pas du tout calée sur l'astrologie. Alors il y a une grande différence entre astrologie et astronomie, j'en reparlerai à un autre moment. On va parler d'astrologie et pour moi il y a véritablement un voyage de l'âme qui est comparable au voyage du héros de Joseph Campbell. Alors c'est une référence qui est un petit peu controversée maintenant parce que l'époque actuelle a énormément de difficultés à concevoir une œuvre à l'intérieur de son contexte. On veut regarder les œuvres comme des objets inaltérables, absolus, alors que ça n'est pas possible. Joseph Campbell a écrit dans un contexte très particulier, donc oui, évidemment que son œuvre, elle est entachée d'un certain nombre de défauts, comme celui d'être misogyne et probablement raciste aussi, parce que ce sont des cadres qu'il n'avait pas interrogés, comme sa période ne les avait jamais interrogés. Il y a énormément de choses ici et maintenant qu'on n'a pas encore interrogées, qu'on n'a pas encore remis en question et qui nous paraîtront aberrants dans 15 à 20 ans, mais enfin les choses allant tellement vite, ça peut être dans 6 mois. Quoi qu'il en soit, je maintiens que l'œuvre de Joseph Campbell est intéressante, qu'on peut en tirer en tout cas des éléments qui permettent de penser, qui permettent de structurer une pensée qui sera, elle, au maximum indemne de biais tendant à minimiser les autres parce qu'ils sont différents de nous-mêmes. Allez, on repart. Les maisons de 1 à 3 sont les maisons qui correspondent à l'identité et la communication. Alors la maison 1, c'est l'ascendant. C'est l'ascendant, c'est-à-dire que elle commence là où il y a l'ascendant. Et c'est le moi.
L'apparence physique, le tempérament. Elle est associée au bélier et elle est dirigée par Mars. C'est une maison qui va vous parler de l'élan vital, de la spontanéité, de la façon dont on se présente au monde. C'est une maison qui est donc une maison très énergétique et de l'image qui correspond à l'image qu'on projette. Un ascendant fort, vous pouvez trouver ça ici ou là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des planètes dans cette maison qui seront au plus proche de la maison, au plus proche, pardon, de l'ascendant, au plus proche, la force est-elle active? Maintenant, de l'autre côté de l'ascendant, il y a la maison 12, parce que c'est un cercle. Donc, il faut relativiser les choses aussi, hein. Une planète qui va être maître d'un thème parce que elle est dans les 3 degrés de l'ascendant, si elle est en maison 12, elle n'aura pas du tout le même impact que la maison 1. Voyons la maison 1 comme celle des débuts. La maison 2, c'est celle des ressources, c'est la maison du taureau. Elle est influencée par Vénus et elle va concerner les possessions matérielles et les valeurs personnelles. C'est donc une maison qui va être on va dire que autant la première pièce sera une pièce associée au sport, à l'action, à l'activité, au tempérament, donc à la mise en œuvre de l'énergie, hein. C'est pour les signes, moi je dis que le bélier, c'est cette espèce d'urgence de la graine, de la pousse à percer la terre glacée pour émerger. Autant la maison 2, elle est, eh bien, après cette force sortie d'énergie, on va être dans quelque chose de beaucoup plus cosy, de beaucoup plus confortable, beaucoup plus reposant. Le taureau a, comme par exemple, mauvais côté, d'être considéré comme paresseux, alors que c'est pas vrai. C'est pas paresseux, c'est juste un rythme qui est le sien. Cette maison 2 va nous indiquer notre rapport à l'argent. Donc c'est dans cette pièce-là qu'il y aura notre coffre-fort. Elle va également nous parler de talent naturel et de capacité à assurer notre sécurité matérielle. C'est une maison qui est aussi associée au plaisir. Donc il n'y a pas qu'un coffre-fort, il y a aussi un lit. Dans la maison 3, nous sommes dans la communication. Donc après avoir mis en place tout ça, on va pouvoir communiquer. C'est la maison qui est associée aux Gémeaux et à Mercure. Elle représente les échanges, l'apprentissage et l'entourage proche, la fraternité, les fratries. D'ailleurs, c'est intéressant, mais je l'ai oublié. Bon, ce sera pour une autre fois. Parce qu'en fait, fratrie, c'est un terme qui est genré et qui est récent. On ne parlait pas de fratrie au Moyen-Âge, par exemple, ou même à la période de l'Ancien Régime. Hein. C'est après qu'on a décidé que ce qui comptait, c'était le masculin. Cette maison 3, c'est donc une maison qui est dirigée par Mercure. Mercure est une planète très intéressante, à l'instar des Gémeaux, qui est un signe bien plus intéressant qu'on imagine, bien plus complexe qu'on imagine. Mercure, c'est la communication, bien sûr, puisque c'est Hermès, hein, c'est le messager des dieux, mais Mercure, c'est aussi le dieu qui navigue entre les mondes inférieurs, c'est-à-dire les enfers, et les mondes supérieurs. C'est pas le paradis, hein, c'est l'Olympe, on va dire, pour la mythologie grecque. Donc la maison 3, elle influence notre manière de nous exprimer, notre curiosité, elle dépeint notre manière de nous exprimer et notre curiosité intellectuelle. Hein, c'est beaucoup plus que le blabla avec les voisins. Et on sait que les Gémeaux sont bavards, mais il y a bien plus que ça dans l'énergie du Gémeaux et dans l'énergie de Mercure. On va passer à la suite. On arrive à la maison 4. De 4 à 6, on est entre foyer, créativité et travail. Travail au sens de routine quotidienne. La maison 4, elle est associée au Cancer et elle est gouvernée par la Lune. Elle symbolise la famille, l'enfance, les origines, la mère. Elle révèle nos bases émotionnelles et la manière dont nous percevons notre sécurité intérieure. Il s'agit aussi d'héritage familial et de souvenirs qui nous construisent à l'intérieur de cette maison 4. Et il y a aussi une relation avec le corps. La maison 5, elle est associée
au lion. Donc c'est le lion. Le lion, c'est cette force extraordinaire qui est dirigée par le soleil. Hein. Donc le roi soleil, il y a quelque chose de cette image-là qu'on peut associer à la maison 5. Il y a de la créativité là-dedans. Il y a l'expression personnelle, surtout dans la grandeur. Il y a la romance. Parce que les lions ont plusieurs lionnes, on va dire. On va dire ça comme ça. Une capacité à aimer, à nous amuser, à créer. Évidemment, il y a du drama aussi, et puis il y a du show. La maison 5, c'est une maison de show, je peux le dire en toute connaissance de cause. Mon soleil en taureau est en maison 5. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ma maison 5 à moi, dans ma maison personnelle, dans la pièce qui correspond à la maison 5, il y a mon soleil. Donc le taureau en moi et s'installe dans un décor à la Versailles. Il a besoin de mise en scène, il a besoin de drama, et il a besoin de fun. La maison 6 correspond au signe de la Vierge, elle est associée à Mercure aussi, c'est pour vous dire quand même que Mercure c'est beaucoup plus compliqué que le simple... la simple planète de la communication, Mercure, de la technologie qu'on achète et qui se plante quand c'est Mercure rétrograde, ça concerne la routine quotidienne, le travail et la santé. Mercure, il porte aussi le caducée, hein, qui est le symbole des médecins ou des pharmaciens, et qui correspond à la guérison, aux soins, parce que Hermès pouvait transmettre des soins, le soin optimal, ultime, voilà, c'est le mot que je cherchais, qui est la panacée, parce qu'il avait justement la capacité de communiquer avec les dieux chtoniens et avec les dieux olympiens. La maison 6, elle est très importante, elle nous parle de notre rapport au labeur, notre efficacité, notre sens du service. La maison 6, c'est également une maison dans laquelle nous allons retrouver des indications sur comment vivre notre quotidien au mieux. Et pour les gens qui ont tendance à être hyperactifs, donc qui ont du mal à gérer un emploi du temps, cerveau hyperactif, ou alors qui ont toujours 50 choses simultanées, eh bien, regardez, sa maison 6 est une grande aide. On va, d'ailleurs, ça s'est complètement mélangé. Bon, eh ben, vous suivez pas les chiffres, hein. Je pensais avoir réglé ça. Les maisons 7 à 9, et c'est le bordel dans les relations et la philosophie chez moi. La maison 7, c'est la maison du couple et c'est la maison du descendant. C'est-à-dire que c'est celle qui est de l'autre côté de l'ascendant. C'est celle qui va nous parler de notre... partenaire idéal, entre guillemets, j'en parle énormément dans la formation, c'est écrit dans les étoiles, qui est une formation que vous allez adorer si vous aimez lire des romances, parce qu'elle est basée essentiellement sur de l'écrit. Il y a des audios accompagnatifs, mais il y a surtout 13 livrets d'une dizaine de pages, qui sont donc autant de chapitres qui vous parlent de vous et de des placements, hein, de Vénus, Mars, la Lune, le descendant, dans votre thème, de manière à ce que vous compreniez bien qui vous êtes, comment peut-on régler, comment peut-on espérer avoir une vraie relation avec quelqu'un si on ne sait pas qui on est, si on ne sait pas comment on aime, et si on ne sait pas quels sont nos besoins émotionnels. La maison 7, elle s'occupe des relations, du mariage, des associations. C'est la maison de la balance et elle est dirigée par Vénus. La maison 8, donc ici, hein, donc la 7, elle est là. La 8, elle est là, c'est la maison du Scorpion. C'est la maison qui est dirigée par Pluton. Et elle parle de crise, transformation et sexualité. C'est aussi la maison des tabous. Moi, c'est une maison que j'aime particulièrement parce que elle traite de tout ce que nous ne souhaitons pas voir. Et puis, c'est la maison qui dirige le signe qui fait pivot dans le cycle du zodiaque, parce que avant le Scorpion, on est dans le terrestre, et après le Scorpion, on est dans l'immanence. Vraiment, Pluton est une planète extraordinairement puissante. Nous l'avons vu parce que nous avons vécu le passage, nous avons vécu Pluton dans le degré anarétique du Capricorne, nous avons vécu le passage de Pluton dans les
le degré vernal du Verseau, où il est encore. Alors là, j'ai une vidéo sur le Pluton dans les derniers degrés du Capricorne, qui est très très intéressante, hein, dans la chaîne YouTube. Et Gaïa, stop! C'est mon chien qui joue des claquettes derrière moi. Là, on va voir que si on a un Pluton qui est dominant dans la maison 8, on a une capacité de résilience extrême. Et si par exemple on avait Vénus mal aspectée, eh bien on pourrait avoir des blocages dans l'intimité. Tout cela est dans l'abonnement des murmures du ciel, qui est encore à 9 € pour pas très longtemps, parce que parce que en fait c'est vraiment pas assez cher, et je dois arrêter de me dévaloriser. Mais profitez-en si vous le souhaitez. À 9 €, vous avez accès à plein de trucs, hein, vraiment plein de trucs. Et donc, il n'y a pas les slides, mais il y a les bases. Hein, donc, c'est une ressource à télécharger où vous avez la définition des maisons et de leur importance. La maison 9, c'est la maison du Sagittaire, c'est une maison qui est dirigée par Jupiter. Donc, vous voyez, on passe du profond de Pluton chthonien qui est dans les mondes souterrains. Hein. Pluton, c'est Hadès. C'est les mondes souterrains, c'est les enfers. On arrive à Jupiter, qui est le dieu de l'Olympe. Donc du 8 au 9, il y a une vraie transformation, un vrai shift. De toute façon, le voyage du zodiaque, comme le voyage des maisons, c'est souvent accidenté. C'est comme les voyages de vie. Espérer que tout se passe de manière fluide et sans friction, c'est espérer l'ennui. Et sérieux, on n'est pas là pour s'ennuyer, clairement. La maison 9, c'est l'aventure. Donc, c'est voyage, croyance, études supérieures. Elle est dirigée par Jupiter et elle est associée au Sagittaire. Là, on reflète notre quête de sens et notre volonté d'explorer le monde, que ce soit par des déplacements physiques ou par la connaissance intellectuelle. C'est une maison que j'aime beaucoup aussi. Les 3 dernières maisons correspondent à la carrière et à la spiritualité. Mais c'est pas la carrière en tant que nous sommes... Waouh, j'avais pas vu l'escalier. Oh, on est dans les trucs impossibles. C'est Gégère, je crois, je sais plus qui fait ça. C'est la carrière en tant qu'elle est. Alors, accomplissement professionnel et statut social, absolument. Il y a la dimension de réputation qui est très importante dans la maison 10, mais il y a aussi, et peut-être surtout, la dimension d'héritage. C'est de l'ambition transmise aux générations d'après. Je pense que le Capricorne et la maison 10 sont vraiment des espaces qui sont assez peu compris par l'astrologie en général. Elle indique une vocation, la maison 10, et la manière dont nous sommes perçus dans la société. Et la maison 10, c'est là où il y a le milieu de ciel, qui va être comme une espèce d'étoile du Nord, de boussole, pour votre vocation professionnelle, c'est-à-dire pour votre direction professionnelle. Mais à l'instar du descendant, il ne faut pas prendre ça comme des indications strictes. Il faut considérer tout ça à l'aune de l'ensemble des autres planètes qui vont colorer la chose, vraiment, hein, parce que pour savoir pourquoi on est là, pour savoir notre mission d'âme, il faut bien plus s'intéresser à ça, évidemment, hein, c'est-à-dire que le milieu de ciel, la maison 10, c'est très important, mais c'est à tempérer avec le nœud nord, par exemple, qui va vous donner, et les autres, enfin bon, qui va vous donner des indications sur les manières, enfin sur la direction. Ouais, non, la manière de faire. Hein, la maison 10 et le milieu de ciel, ce sera la direction. Et le nœud nord vous donnera la manière d'aborder cette direction. La maison 11, c'est la maison de la communauté, des amis, des amitiés, groupes et projets collectifs. Elle est dirigée par Uranus et elle correspond au signe du Verseau. Donc vous vous doutez bien que c'est bien plus que ces notions-là. C'est notre rapport aux autres sur un plan social, sociétal et les idéaux. La maison 11, c'est la collectivité en tant qu'elle est une forme d'idéal. C'est celle aussi qui va être dirigée par l'irruption, par le grand bouleversateur. Ouais, qu'est-ce
que c'est que ce mot-là? Le grand disrupteur qui est Uranus. Celui qui met des coups de pied dans la fourmilière, celui que je vois par moment comme un technocrate délirant et aussi comme un punk à chien. Il y a une dimension, pas no future, mais no passé, hein, dans le Verseau. Tout foutre en l'air pour une vision qu'il est seul à avoir et qui doit demander l'accord, la volonté de tous. Tous, dans le sens où la collectivité serait un mouvement. C'est la maison des égrégores, en fait. Hein. C'est la maison des regroupements d'énergie qui sont dirigés par une volonté. Et c'est très très surprenant parce que le Verseau, le signe du Verseau, quand il est incarné, il correspond à une personnalité très très individuelle. Mais la maison 11 correspond à une énergie de communauté. Donc il y a quelque chose d'éminemment paradoxal dans le signe du Verseau et dans la maison 11 en tant que telle. La maison 12, c'est celle des poissons, c'est la dernière. C'est la maison de l'inconscient, c'est celle de la spiritualité, de la solitude des connexions spirituelles, de la relation au divin. Mais le Verseau aussi, la maison 11 aussi, est en connexion avec le divin. À partir de la maison 8, on rentre donc dans le domaine de l'immanence. On a cette maison 9 qui est celle de la philosophie, où on apprend. La maison 10, c'est celle où on va mettre en pratique ce que l'on a appris en termes de philosophie, donc en termes de grande vision. Hein, c'est la Eagle Eye. On est au-dessus du lot, on est au-dessus du quotidien, on est au-dessus des tâches, du tâcheron, on est dans quelque chose qui a dans une action qui est construite vers un objectif. La maison 11, elle va déplacer cet objectif-là dans un futur encore plus important. C'est-à-dire que la maison 11 correspond à une espèce de d'endroits, de pièces, ou comme une bibliothèque. Autant d'ailleurs, mais la maison 9 aussi, c'est une bibliothèque. Mais la maison 11, ce sera pas la bibliothèque, ce sera un disque dur, ce sera un espace de stockage de tout, qui sera trié après, hein, et qui va être filtré et transmise. Il n'y a pas d'émotion quand il s'agit du Verseau et d'Uranus. Et on va transmettre tout ça à la maison 12, qui, elle, n'est qu'émotion, que sentiment. La maison 12, c'est la maison de la communauté en tant qu'elle est un océan d'énergie. Dans la maison 12, il n'y a pas d'individualité, il n'y a pas de recherche. En fait, c'est la piscine, quoi, de la maison. Hein. C'est la méditation, c'est l'introspection, c'est véritablement la maison qui va, comme elle est la finitude de ce cycle des maisons, elle va donner tout le sens des maisons précédentes. Je veux dire, c'est comme quand on voit la fin de Sixième Sens ou la fin de Fight Club. Oui, je sais que mes référence date un peu, ça nous fait revoir l'ensemble du film. Ben, la maison 12, c'est la même chose. Les placements dans une maison 12 sont des placements qui nous donnent à comprendre l'ensemble du thème que nous avons. Alors, les influences des planètes dans les maisons, ben, y a des planètes faciles, entre guillemets, et des planètes challengeantes. Jupiter et Vénus sont plutôt des planètes faciles, donc en maison 7, au hasard, c'est des unions heureuses. Les planètes challengeantes, c'est Saturne et Pluton. Clairement, hein. Saturne, mais alors il faut vraiment comprendre que sous tout challenge se cache sous tout obstacle se cache une opportunité. Un challenge égale un trésor. Tant qu'on voit pas les choses comme ça, non mais sérieux, hein. Moi je vais faire une vidéo rien que là-dessus. Tant qu'on voit pas challenge égale trésor, on est bloqué sur place. Et la deuxième vidéo qui sera la deuxième clé de réussite dans une vie, c'est foutez-vous la paix aussi. Mais ça, je me le dis à moi aussi. Hein. Il y a des moments où il faut s'arrêter
faut se reposer. Moi, je sais pas faire, j'ai pas trouvé encore ça. Dans tout challenge égale trésor. Donc, aussi bien Jupiter peut vous mettre la zone et Vénus aussi parce que c'est trop facile et parce que puisque c'est trop facile, vous serez attiré vers d'autres choses. Autant Saturne et Pluton vont vous donner des os à mâcher, c'est pas le mot. À rogner, voilà. Et il va y avoir du boulot, là. Et c'est à l'intérieur du travail, c'est à l'intérieur de la friction, c'est à l'intérieur de l'énergie que se trouve la clé de réalisation de notre mission. Et puis, il y a des planètes neutres. C'est-à-dire que Mercure et Mars sont des planètes qui, sauf à être rétrogrades, parce que Mars rétrograde parle de karma, mais Mars, globalement, hein, toutes choses étant égales par ailleurs, Mars, globalement, va apporter, influer de l'énergie dans la maison où elle est, et Mercure va influencer la communication. Il y a également des maisons vides. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que quand vous n'avez aucune planète dans la maison 8, vous n'êtes pas vous n'avez pas de lien particulier avec la transformation ou les tabous, ou pire, si vous n'avez pas de planète dans la maison 1, vous n'avez pas d'ego. Ah, c'est pas du tout vrai, hein, c'est pas du tout ça. Les planètes, les maisons, pardon, vides, elles sont colorées par les signes. Et si vous n'êtes pas en système du wall sign, c'est-à-dire que où une maison égale un signe, vous avez des maisons qui peuvent s'étaler sur 2, 3 signes, hein, avec un signe central et des signes interceptés sur les côtés. Ce qui est intéressant, c'est justement une maison qui est large et vide. Parce que elle va porter, elle va avoir en elle, elle va être colorée par les énergies des signes qu'elle touche. Et donc, ça peut vous apporter beaucoup d'informations. Le thème de naissance, je le vois comme un tableau, où les maisons sont des espaces, où les planètes sont les personnages, où les signes sont les costumes, et les aspects sont les interactions. Et c'est comme ça que j'ai envie de parler d'astrologie, et c'est comme ça que j'ai envie de terminer cette vidéo. Je vous ai dit que chaque maison astrologique façonne notre expérience de vie d'une manière unique. Et si vous observez les planètes qui les occupent ou qui ne les occupent pas, vous pouvez mieux comprendre les défis et les opportunités que vous rencontrez sur votre chemin. Voilà pour cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi prochain, pour un autre sujet. Et normalement, ça devrait être la partie 2 de la méditation. Prenez soin de vous, vous êtes plus fort que vous croyez. Blessed be.